Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui dans cette conférence sous le nom pour une égalité entre les femmes et les hommes dans la langue française. Et pour cela, j'ai l'honneur de vous présenter Yannick Chevalier, qui est maître de conférence, grammaire et en stylistique française à l'Université Lyon 2. Après une thèse consacrée aux phénomènes métaphoriques dans l'œuvre romanesque de Nathalie Sarraud, ses travaux s'orientent vers les études des genres, en particulier les rapports entre langue et genre. Il est membre du comité pédagogique et scientifique du Master européen des études des genres et actions liées à l'égalité dans la société et co-responsable du Master genre, littérature, culture à l'Université Lyon 2. Monsieur Chevalier, je vous donne la bienvenue et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, en fait, je voudrais commencer d'abord pour vous remercier pour cette invitation à cette conférence dans le cadre du festival Lingua e Cultura. Alors, mes remerciements vont d'abord à l'Université autonome de l'État d'Hidalgo, ainsi qu'à l'IFAL, l'Institut français d'Amérique latine, à l'ambassade de France et plus particulièrement à Delphine Navarret qui m'a contacté il y a quelque temps pour me présenter ce très beau projet que vous portez à l'Université d'État d'Hidalgo. Voilà. Es un gran placer para mí presentar esta conferencia y me hubiera encantado estar con ustedes en este Festival Lengua y Cultura. Pero aunque hubiera estado presente, no habría podido hablar mucho tiempo en español, porque como puede ver, mi español es un poco flojo. Très bien, cette conférence inaugurale est intitulée « Pour une égalité entre les femmes et les hommes dans la langue française ». Et il me semblait intéressant, en fait, de poser d'emblée cette question de la définition de ce que l'on entend par égalité et l'égalité entre les femmes et les hommes dans la langue française, puisque c'est une question qui fait débat actuellement en France métropolitaine. Les hommes et les femmes politiques en débattent au Parlement. Cette semaine même, une question sera consacrée à cette question de la langue française et de la présence des hommes et des femmes au Sénat. Les médias aussi, depuis maintenant presque 2 ans, les journaux, les émissions télévisées publient des articles et donnent la parole à des personnes qui sont pour, qui sont contre ce que l'on appelle en France métropolitaine l'écriture inclusive. Alors j'ai mis des guillemets parce que je vous expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi je ne suis pas tout à fait satisfait de cette formule. Et surtout, en fait, ce qu'on constate, c'est que les francophones de métropole sont à la recherche de nouvelles manières d'écrire et de communiquer. Et cette conférence propose de faire le point sur ce débat passionné qui mêle à la fois des questions politiques et des questions de langue. Et c'est pour ça que j'ai organisé mon propos en 2 temps. Tout d'abord, en fait, faire un peu le point sur la question de l'égalité femmes-hommes dans la République française. Et puis, dans un deuxième temps, en venir à cette question de l'égalité dans la langue. Et je vous présenterai les usages qui sont hérités du passé du français, mais aussi les solutions qui ont été trouvées aux problèmes que les francophones rencontrent. Et puis, enfin, les solutions d'aujourd'hui. Alors, si je parle trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre ou à l'indiquer dans le chat. Voilà, je pourrais ralentir s'il le faut. Et ce que je vous propose aussi, c'est que nous réservions en fait un temps d'échange à la fin de ma conférence pour que nous puissions, voilà, enfin, que vous puissiez me poser des questions et que je puisse aussi vous en poser, puisque le français est à tout le monde et pas seulement en fait aux Français de métropole. Alors, je commencerai tout d'abord par quelque chose qui me tient à cœur, c'est de rappeler en fait que le principe d'égalité est au fondement de la République française. Et ceci se voit très bien dans le texte de la Constitution
donc le texte législatif qui vraiment est fondateur en fait du régime politique actuel. Dans la Constitution du 4 novembre 1958, le mot égalité apparaît dès l'article 2 dans la devise de la République. Cet article 2 qui rappelait que la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Alors cet article 2 a été revu en fait un petit peu plus tard, en 1992, lors d'une loi en fait de révision constitutionnelle. Et on retrouve en fait cette devise de la République, mais a été rajoutée en 1992 une chose, c'est que, enfin, un alinéa, c'est la langue de la République et le français. Et donc là, ce principe d'égalité au fondement de la loi en fait organique qui fonde et organise le régime politique est mentionné à la fois dans la définition de la République, ça on le voit au début, quand dans le texte d'octobre 58, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Mais le mot égalité est présent aussi dans la devise que j'ai rappelée tout à l'heure. Alors, c'est assez nouveau, puisque dans les précédentes constitutions, en fait, l'accent était finalement pas tellement mis en fait, sur la notion d'égalité. Et avec cette constitution de 1958, eh bien, en fait, la République en fait, se modernise. Alors, cette modernisation était un petit peu antérieure à la constitution de 58, puisque le droit de vote est accordé aux femmes en France en 1944. C'est à cette date-là que les femmes deviennent électrices et aussi éligibles. Et elles exerceront pour la première fois, en fait, en 1945, ce droit de vote. Et lors de ces élections de 1945, un certain nombre de femmes seront en effet élues. C'est évidemment le général de Gaulle qui, dans cette période-là, domine la vie politique. Et ce que l'on constate, c'est que dans les discours qu'il prononce, en fait, bien avant 58, mais ce sera assez systématique après l'adoption de la Constitution en 58, c'est le général de Gaulle qui va prendre l'habitude, pour inaugurer ses discours politiques, d'utiliser la formule suivante: Françaises, Français, mes chers compatriotes. Et donc, on voit bien en fait que là, le principe d'égalité inscrit au fondement en fait de la loi républicaine, eh bien en fait se manifeste aussi dans le discours, dans le langage que l'on emploie, euh, avec cette formule française, français. La République va se saisir finalement de ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans la langue, en particulier à partir de 1984. Alors, en 1981, Yvette Roudy, voilà, dont je vous présente le visage, est nommée en fait ministre des droits de la femme. Elle exercera ce ministère de 1981 à 1986. Et dans le cadre de ses fonctions de ministre, elle va instaurer en 1984 une commission sur la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions qu'elle confiera à Benoît de Groux. Cette commission a pour objet de fournir aux Français des mots qui manquent pour dire les femmes au travail. En 1984, le texte de loi qui fonde cette commission parle de lacunes dans le vocabulaire, de manque. Le français ne disposerait pas en fait de termes au féminin pour désigner des femmes exerçant un certain nombre de métiers, occupant un certain nombre de fonctions. Cette commission rendra ses travaux 2 ans plus tard. Elle sera publiée un texte au Journal officiel de la République en 1986, qui explique en fait comment on construit des féminins à partir des masculins. Et
évidemment, le mouvement est enclenché et en 1998, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, décide de doter la République française d'un guide officiel de féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, qui sera publié en 99 sous le titre Femme, j'écris ton nom. Et à ce moment-là, en fait, Lionel Jospin eh bien, aligne la France sur les pratiques des autres pays francophones, ce qu'on appelle, enfin, ce que j'appellerais ici la francophonie du Nord, la Belgique, la Suisse, mais aussi en fait la province du Québec, qui avait dès les années 70 et dans les années 80 publié des guides officiels. Alors, ce guide Femme, j'écris ton nom, en fait, euh, est disponible gratuitement sur le site de la documentation française. Vous allez sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Femme, j'écris ton nom, guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, et vous pourrez télécharger gratuitement ce guide. Nous en sommes là, donc, au début du XXIe siècle, où on peut considérer qu'en droit, les femmes comme les hommes peuvent accéder à la représentation. Comme les hommes, les femmes peuvent être élues de la République, appartenir à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et ainsi que dans toutes les instances en fait, électives en France. Et comme les hommes, elles peuvent être nommées par des termes au féminin. Ainsi, on peut dire la ministre, la chancelière, la chirurgienne. Donc, du point de vue du vocabulaire, là, en fait, depuis le début des années 2000, eh bien, on constate cette généralisation des noms de métiers au féminin. Et ceci, en fait, est l'aboutissement d'une très, très longue évolution, puisque cet accès des femmes à la représentation, aussi bien politique que dans le discours, c'est une revendication politique très ancienne dont on retrouve la trace dans un texte qui est paru en 91, qui s'appelle Requête des dames à l'Assemblée nationale. Alors pardon. En 1791, évidemment, on est dans le moment révolutionnaire en France et un certain nombre de clubs de républicaines, de femmes, s'organisent pour participer à leur manière à cette révolution en cours qui va marquer la fin de l'Ancien Régime et voilà, organiser la Première République. Et donc, cette requête des dames à l'Assemblée nationale est un texte historique qui a été donc déposé auprès des représentants des députés de l'Assemblée nationale en 1791. Et donc, c'est une requête. Un certain nombre de femmes républicaines, à ce moment-là, font une demande à la représentation nationale pour réformer et intégrer véritablement à la citoyenneté les femmes. Alors, ce texte, vous pourrez le trouver aussi gratuitement sur le site Gallica de la BNF. Le site Gallica, c'est l'interface où sont numérisés en fait tout un tas de documents historiques, des œuvres littéraires, mais aussi des documents de cette nature-là. Et là aussi, l'accès est gratuit, et ce, partout dans le monde. Alors, ce qui est intéressant dans cette requête des dames à l'Assemblée nationale, c'est que dès le troisième article, d'un certain point de vue, la troisième réclamation eh bien, est la suivante. Je vous l'ai indiqué dans la diapositive ici. Hein. Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Alors évidemment, hein, dans un contexte révolutionnaire qui a signifié en fait la fin de la monarchie et l'instauration de la République, rappeler que le genre masculin n'est plus le seul genre noble, mais que tous les genres, tous les sexes, tous les êtres doivent être et sont également nobles, c'est affirmer avec beaucoup de vigueur justement ce principe de l'égalité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 91, voilà déjà 3 ans que la République est instaurée, parler encore de noblesse mérite peut-être un peu une explication. Pourquoi ces femmes, en fait,
rappelle-t-elle que le genre masculin et le genre féminin, en fait, sont également nobles? Eh bien, tout simplement parce que dans la grammaire française, euh, à partir du XVIIe siècle, les grammairiens disent que le genre grammatical masculin est décrit comme plus noble que le genre grammatical féminin. Et ceci, en fait, cette conception, en fait, est ramassée dans une formule euh, qui est assez célèbre: le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, cette formule du masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est une des leçons en fait que tous les élèves en France entendent à peu près en CE1, donc un an après avoir commencé l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. C'est une règle de grammaire qui est apprise et qui suscite beaucoup d'interrogations et de réactions chez les élèves. Pourquoi le masculin, le genre grammatical, l'emporterait sur le féminin? Alors, simplement, en fait, pour poser clairement les choses, cette règle de grammaire, en fait, elle décrit deux phénomènes qui sont bien distincts et qu'il est important de justement ne pas confondre. Euh, cette première règle, elle décrit tout d'abord, en fait, des phrases comme celle que j'ai indiquée en petit 1 en gras. Les Françaises et les Français sont appelés à voter en juin prochain. Appelés, comment orthographier en fait le participe? Appelé ES ou appelé EES. Et là, en fait, vous voyez, en fait, quand on écrit le français, eh bien, se pose à nous un problème d'accord du participe ou, dans d'autres cas, de l'adjectif, qui dépend de deux noms, un nom au masculin, les Français, et un autre au féminin, les Françaises. Donc là, sous la grammaire scolaire, quand elle énonce la règle le masculin l'emporte sur le féminin, propose comme solution l'accord au masculin. Donc c'est ce que peut signifier en fait cette phrase le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, je vous fais remarquer que c'est absolument la même chose en espagnol. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste d'espagnol, mais en tout cas, en espagnol européen, hein, on dit Este hombre tiene una casa y un coche muy lujosos. Et donc là, lujosos, l'adjectif, eh bien, il est accordé. En tout cas, c'est le masculin qui l'emporte dans l'accord de l'adjectif avec un coche et pas avec una casa. Le deuxième phénomène que décrit cette expression, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est un phénomène un peu différent. C'est quand on dit les étudiants sont convoqués à 9 heures pour l'examen. Et dans ce cas-là, en fait, les étudiants désignent un groupe mixte composé d'hommes et de femmes. Et donc là, en fait, se pose un autre problème, qui est un problème d'accord, non pas cette fois-ci entre le nom et l'adjectif, mais entre les mots pour désigner le réel et puis les objets du monde qui sont ainsi désignés par ce mot, ce qu'on appelle en linguistique les référents. Et donc, il me semble que c'est aussi la même chose en espagnol européen. Los estudiantes están preocupados por el examen. Dans cette phrase-là, los estudiantes, ça désigne aussi bien los estudiantes que las estudiantes. Et donc, là, en fait, c'est surtout sur ce deuxième phénomène que je voudrais insister dans cette conférence, c'est que cette manière de parler, c'est-à-dire d'employer le masculin sur le féminin, euh, cette règle qui dit que les choses sont ainsi pose problème. Car considérer que le masculin l'emporte sur le féminin, dans ce cas-là, eh bien, ça a un effet, c'est que ça rend invisible la présence des femmes dans la sphère publique et dans la vie sociale. Et donc là se pose un problème de représentation du réel dans et par la langue. Voilà. Donc, ce problème-là, en fait, il est parfaitement conscient hein, chez les francophones, et en particulier chez les francophones qui sont aussi des femmes, puisque, en fait, à parler au masculin, eh bien, en fait, on construit une représentation langagière du monde où, sans qu'on y prenne vraiment garde,
eh bien, c'est tout le temps, en fait, les formes de masculin, c'est-à-dire qui sont les formes les mieux à même de désigner les hommes, qui prévalent. Et donc, on a des représentations mentales comme ça qui se créent oui, on a une représentation du monde qui est occupé uniquement par des hommes. Donc, face à ce problème qui a été très rapidement identifié par les sujets parlants, eh bien, en fait, il s'agit de trouver des solutions à ce problème euh, qu'aujourd'hui, en fait, on considère comme une trace de sexisme dans les manières de parler. Alors, je dis une trace de sexisme puisque la langue, en fait, vous allez le voir, en fait, nous offre tout un tas d'autres possibilités de nous exprimer, mais il y a bien sexisme si, en fait, nous n'employons que le masculin pour parler des collectifs mixtes composés d'hommes et de femmes. Il y a bien sexisme quand la grammaire énonce et impose en fait cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. On y reviendra peut-être ensuite dans les questions. Face à ce problème, en fait, les solutions sont nombreuses et les francophones ont été très imaginatifs et imaginatives pour éviter cette invisibilisation des femmes dans le discours et leur assurer une bonne représentation. Et donc là, je vais vous présenter les solutions que j'appelle les solutions historiques qui ont été employées depuis toujours. Alors depuis toujours, c'est pas depuis la création du monde, hein, puisque les premières traces de français écrits datent seulement du 9e siècle. Mais dès les textes écrits en français à partir du 9e siècle, on se rend compte que eh bien, les sujets écrivants à ce moment-là ont une solution à ce problème. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai les solutions actuelles. Lesquelles solutions sont celles qui font débat? Alors, les solutions historiques. Alors, une première solution a été celle fournie pour le premier problème dont je vous ai parlé, le problème de l'accord de l'adjectif ou du participe avec deux noms, l'un au masculin, l'autre au féminin. Alors, ce qu'on constate dans les textes écrits jusqu'au XVIIe siècle, puisque pour cette époque-là, on n'a pas du tout de témoignages oraux, ce qu'on constate, c'est que les francophones accordent au masculin, par exemple dans la phrase les Françaises et les Français sont invités et S à voter en juin prochain, là on parle d'accord au masculin, ou bien en fait dans les textes, on trouve aussi un autre type d'accord, un accord avec le nom le plus proche. Les Français et les Françaises sont invités et ES à voter en juin. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accord avec le plus proche ou l'accord de proximité. Donc, souvent, en fait, ça a l'air on peut se dire que ce n'est pas tout à fait un problème, dans la mesure où le E du féminin de l'adjectif ou du participe, la plupart du temps, ne s'entend pas à l'oral. Donc, c'est juste un problème qui se pose surtout à l'écrit. Et puis, en fait, on peut tout le temps se débrouiller avec l'accord le plus proche. Il suffit de mettre le masculin en deuxième position, c'est-à-dire à proximité de l'adjectif ou du participe. Reste que cet accord avec le plus proche, il disparaît en fait dans le français écrit à partir du XVIIe siècle. La disparition va être assez progressive, mais s'imposera surtout à partir du XIXe siècle. Reste que cet accord avec le plus proche, il est largement dominant à l'oral encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution du passé qui a disparu, c'est une solution qui est encore très vivace aujourd'hui en français à l'oral. Par exemple, en français, on va dire les chants et les danses bretonnes. Et ce serait très bizarre pour un francophone de métropole de dire les chants et les danses bretons, même si, en fait, bretonne, l'adjectif, normalement, devrait s'accorder au masculin, puisque le masculin l'emporte sur le féminin. De même, on entend tous les jours à la radio, on lit dans les journaux, une formule comme les départements et les régions métropolitaines, ici, et personne ne dit naturellement, en fait, métropolitain.
Ou encore, là, il suffit de regarder n'importe quel enregistrement d'hommes politiques, et en particulier le président Macron, qui, pendant toute la campagne présidentielle, euh, lorsqu'il briguait justement la présidence, ne cessait en fait d'émailler ses discours de la formule suivante: toutes celles et ceux qui. Or, ici, toutes celles et ceux qui, eh bien, c'est un bel exemple d'accord avec le plus proche, puisque si on devait appliquer la fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, on devrait dire tous celles et ceux qui, ce qui n'est jamais le cas. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart des francophones de métropole, en fait, ne savent pas qu'ils qu'ils et elles pratiquent l'accord avec le plus proche, car ce phénomène n'est pas décrit par les grammaires. Donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que en fait on emploie d'autres règles quand on parle, mais on ne sait pas qu'on les emploie. Et donc là, cet accord avec le plus proche, en tout cas, c'est la norme en français à l'oral. Une autre solution, en fait, historique, c'est celle qui visait à répondre au deuxième problème dont je vous ai parlé. Le problème, en fait, de l'emploi d'un nom au masculin pour désigner des collectifs mixtes. Là aussi, en fait, jusqu'au XVIIe siècle, ce qu'on constate dans les textes, dans les traces écrites du français, eh bien, c'est que les francophones utilisent ce que je vais appeler par la suite un doublet lexical, c'est-à-dire le même modèle que française, français. C'est-à-dire on va dire au masculin et au féminin, ou on va dire au féminin puis au masculin, peu importe, mais dans tous les cas, on emploie les deux mots pour désigner des collectifs composés d'hommes et de femmes. Donc là, il y a un exemple qui est vraiment spectaculaire, c'est l'exemple de la fresque du Jugement dernier, qui est un immense mur peint à la fin du XIVe siècle dans la cathédrale d'Albi. Et donc, voilà, si vous avez l'occasion de venir en France, je ne peux que vous inviter à aller visiter la ville d'Albi, qui est absolument merveilleuse et qui se trouve donc ici, dans le sud-ouest de la France. Donc, la cathédrale en question, c'est celle-ci. Elle est très, très belle. C'est une cathédrale toute en briques, rouge, et donc qui est vraiment magnifique. Et à l'intérieur de cette cathédrale, donc, on a en fait une fresque immense dont une partie a été détruite au XVIIe siècle pour ouvrir cette porte, mais sinon, au XIVe siècle, cette peinture recouvrait vraiment toute la façade. Donc, c'est vraiment très, très grand, hein. Quand vous voyez la taille des visiteurs, vous pouvez vous faire une idée de cette taille. C'est une fresque donc, qui représente le jugement dernier, enfin, ça s'organise en trois bandes. En haut, le paradis, au milieu, le purgatoire, et puis en bas, vraiment au niveau du regard des personnes qui visitent la cathédrale, une représentation de l'enfer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, cette fresque date du XIVe siècle, et donc, je vous rappelle, hein, la France a été un pays plurilingue jusqu'au milieu du XXe siècle, coexistaient les langues régionales et aussi, en fait, pendant de très nombreux siècles, le latin. Donc, la zone, en fait, peinte qui décrit le paradis, on a du latin. De même pour la zone qui décrit le purgatoire. Par contre, au niveau de la zone qui décrit l'enfer, là, on a des textes en français. Alors, si on se rapproche un peu plus, voilà ce qu'on voit. On voit d'abord, en fait, une représentation imagée des 7 péchés capitaux. Et sous cette image, on a un texte en français, écrit en français, un texte qui décrit l'image. Et donc, voilà ce qui est décrit là pour ce péché d'orgueil. Donc là, je vous ai écrit en fait, hein, parce que c'est plus lisible, ce qui est peint à cet endroit-là. La peine d'orgueilleuse et orgueilleuse. Les orgueilleux et orgueilleuses sont pendus et attachés sur des tours situées en une montagne en manière de moulin continuellement en grande impétuosité tournant. Alors ça, c'est du français du XIVe siècle, hein. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait compréhensible. Et donc, du coup, il faut traduire. Et voilà ce que signifie ce texte. Les orgueilleux et orgueilleuses sont pendus et attachés sur des moulins situés sur une montagne et qui tournent sans arrêt et à grande vitesse.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on a une solution très simple finalement pour décrire en fait ce collectif des hommes et des femmes qui, s'ils commettent le péché d'orgueil, eh bien, risquent de se retrouver en enfer. On utilise un nom au masculin, les orgueilleux, et un nom au féminin, les orgueilleuses. Et ici, ce double lexical, hein, là j'ai pris que l'exemple du péché d'orgueil, mais on le retrouve pour les 6 autres péchés. Donc ça, c'était, on va dire, les solutions historiques hein, pour désigner les collectifs mixtes en emploi, le masculin et le féminin. Et on n'hésite pas à l'écrire, même si ça peut coûter très cher, hein, puisque on peut imaginer que la réalisation de cette fresque a dû coûter beaucoup d'argent et que euh, malgré en fait ce souci sans doute d'économie, eh bien, les concepteurs de cette fresque n'ont pas hésité à redoubler, à répéter en fait au masculin et au féminin ces mots. J'en viens aux solutions d'aujourd'hui, les solutions actuelles, celles qui font débat. Alors, ces solutions actuelles, on les nomme écriture inclusive. Alors, on ne les nomme pas depuis toujours écriture inclusive, euh, on les nomme écriture inclusive depuis 4-5 ans. Précédemment, en fait, on parlait de féminisation de la langue ou encore de communication non sexiste ou de communication non discriminante. Euh, à la différence de ce qu'on voit dans les textes du passé, le principe le plus spectaculaire de l'écriture inclusive ou de la communication non discriminante consiste à recourir à des formes qu'on appelle des formes résumantes ou des formes conjointes du type étudiant, la forme au masculin, étudiante, la forme au féminin, qui, lorsqu'on veut les employer pour désigner des collectifs en un seul mot, s'écrit étudiante.es. Donc, voilà en fait ce qui fait débat, c'est-à-dire cette innovation dans l'orthographe pour le cas d'un nom qui désigne un collectif composé d'hommes et de femmes. Alors, ça, c'est vraiment en fait ce qui occupe beaucoup de temps de parole à la télévision, beaucoup de place dans les journaux, et c'est ces formes-là en fait qui font débat même euh, dans la représentation nationale au niveau politique. Alors, simplement en fait, pour préciser les choses, euh, c'est pas, là, j'ai pris l'exemple d'une orthographe avec .es. En fait, on trouve tout un tas d'autres formes dans le français métropolitain du 21e siècle. On trouve des formes avec, à la place du point, une barre oblique, à la place du point, un E majuscule, ou encore un tiret. Donc, il y a une grande variété de signes typographiques qui sont employés par les francophones. Voilà. On a aussi en fait une autre variante, c'est de mettre aussi un point après le E. Et donc, on a étudiante.e.s. Le S, en fait, étant distingué de la forme de la marque du féminin. Pour d'autres termes, en fait, on emploie soit des points, soit la barre oblique, directeur, directrice, sportif, sportive, lycéen, lycéenne. Et dans ces cas-là, en fait, le point se met entre deux N ou entre deux L aussi, quand on parle de professionnel, professionnel. Donc, il y a des variations aussi selon la forme des mots. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est que finalement, cette norme, enfin, que toutes ces innovations dans l'écriture, eh bien, en fait, elles sont pas complètement stabilisées. Ce qu'on constate, c'est que en français, il n'y a pas en fait de normes qui soient reconnues par tout le monde
dans le français écrit du XXIe siècle. Il y a même une très, très grande variété, une très grande profusion de tentatives comme ça qui sont faites, alors qui ne sont pas faites par des individus, mais plutôt par des collectifs, par des institutions. Par exemple, pour le cas que je connais le mieux, à l'Université Lumière Lyon 2, on utilise en fait la forme étudiant.es. Mais à l'Université Lyon 3, en fait, on va utiliser la forme soit au masculin, soit la forme étudiant.e.s. Donc vous voyez, en fait, et là, les deux universités, elles sont l'une en face de l'autre, hein. Il n'y a qu'une rue qui les sépare, mais on est dans deux institutions, et selon qu'on est à l'Université Lyon 2 ou à l'Université Lyon 3, et ben finalement, on n'utilise pas les mêmes normes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas consensus. Euh, On voit aussi que selon les types de textes, est-ce qu'on est dans des textes administratifs, dans des textes politiques, dans des textes syndicaux, eh bien, en fait, les francophones utilisent soit le tiret, soit le point, soit le E majuscule, etc. Donc, vraiment, il y a une très, très grande variété. Les solutions, pour le dire autrement, en fait, sont très diverses et elles ne sont pas encore stabilisées. Et c'est ce sur quoi, en fait, je voudrais euh, insister pour conclure, c'est que précisément, en fait, on est à un moment assez passionnant où le français euh, témoigne d'une très grande vivacité. Alors que une application trop rigoureuse ou trop mécanique des règles de grammaire héritées du passé, du type le masculin l'emporte sur le féminin. Ce qu'on constate, c'est que dans la vie quotidienne, les francophones, en fait, finalement, passent outre cette règle, ne la respectent pas, en fait, et ils n'ont pas à la respecter parce que les grammairiens eux-mêmes sont très ennuyés, en fait, pour justifier cette règle-là. Peut-être qu'on y reviendra dans le moment d'échange. Et là, tout le monde est un petit peu en train de tâtonner. Tout le monde s'essaie à tel mode d'écriture plutôt que tel autre, etc. Donc, c'est assez passionnant à observer. Alors, ça pose des problèmes parfaitement redoutables pour qui apprend en fait le français. Quelle norme doit-on enseigner? Doit-on enseigner la norme héritée, le masculin l'emporte sur le féminin? Ou bien, en fait, doit-on enseigner aux apprenantes et apprenants eh bien, ces nouvelles manières d'écrire, sachant que certaines de ces manières d'écrire, certaines de ces orthographes vont sans doute disparaître avec le temps, etc. Mais là, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. Alors, tout ça, en fait, pour répondre à cette question, pour une égalité entre les femmes et les hommes dans la langue française. J'aurais pu en fait intituler cette conférence l'égalité entre les femmes et les hommes dans la langue française. J'ai fait le choix en fait d'une formule plus ouverte pour une égalité entre les femmes et les hommes. Pourquoi avoir choisi cette formule plus ouverte ou plus hypothétique d'un certain point de vue? C'est précisément pour rendre compte de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se passer dans le présent du français. Et je vais restreindre maintenant du français de métropole, puisque les choses se passent tout à fait autrement en Belgique, en Suisse, en Luxembourg. Elles se passent aussi très différemment au Québec, mais aussi en fait dans les territoires de la République française qu'on appelle les territoires ultramarins, avec les trois départements français dans la zone Caraïbe, mais aussi les départements français en fait de la zone de l'océan Indien et de la zone Pacifique. Où là, en fait, on se rend compte que finalement, cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est jamais véritablement en fait appliquée, et que l'accord avec le plus proche est la manière en fait courante et de s'exprimer et d'écrire le français. Pour ce qui est de la situation en France métropolitaine, là, en fait, les choses ne sont pas encore gagnées. C'est-à-dire que ces innovations, ces solutions euh, à la fois héritées et ces solutions actuelles que les francophones
inventent chaque jour, expérimentent, eh bien, elles sont en débat. Manière de dire que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est jamais une chose acquise, mais elle est tout le temps le résultat de combats qui sont souvent en fait des combats de très longue haleine et pour lesquels eh bien, il convient, en tant que citoyenne et citoyen, en fait, de se prononcer. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça pour une égalité et pas seulement sur l'égalité dans la langue française. J'ai vu aussi dans le programme du festival Lingua e Cultura que plusieurs ateliers en fait seront consacrés à cette réflexion en fait l'orthographe française et sur la manière en fait de dire les hommes et les femmes dans la société et en particulier le discours tenu par l'Académie française. On pourra y revenir dans les échanges si vous le souhaitez, mais là j'ai préféré en fait mettre l'accent sur ce qui me semble plus positif et enthousiasmant, à savoir la vivacité et l'inventivité des francophones. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Place aux questions. Et donc, pour montrer qu'en fait, les questions qu'on soulève en français, en fait, ne sont pas propres aux Français, hein, je me disais, comment dire place aux questions en espagnol? Et je dis, para que los alumnos hablen, y las alumnas, y los y las alumnos y alumnas. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Chevalier. Donc, on passe à la partie des questions-réponses. Et nous avons déjà une première question qui c'est, bon, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Chevalier, sur la politisation de la langue, c'est-à-dire la féminisation de la langue par des buts politiques? Alors, c'est une question beaucoup plus vaste, en fait, qui se pose avec une très grande acuité à l'heure actuelle sur la question en fait, de la féminisation ou de la démasculinisation, peu importe la manière dont on dit. En tout cas, euh, le, comment dire, le désir en fait des francophones en France métropolitaine, justement, de faire bouger un peu la langue et de voilà, mettre en évidence le fait qu'il y a désormais des femmes dans tous les métiers, toutes les fonctions, même les plus prestigieuses. Est-ce que c'est une question politique? Alors, ma réponse, elle va être double, elle va être oui et non. Non, ce n'est pas une question politique dans la mesure où, normalement, en fait, il y a consensus au niveau politique sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, aucun, euh, aucune femme politique ou aucun homme politique, en fait, ne se présente aux élections en disant qu'il ou elle est contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, d'un certain point de vue, on pourrait se dire qu'il y a consensus politique. Est-ce que ce qui se joue dans la langue en ce moment, c'est politique? la, la- la- la deuxième partie de la réponse, c'est oui. Mais parce que tout dans la langue est politique. Ne serait-ce que la langue elle-même qui est politique. Pourquoi dans la République française, en 1992, on s'est senti obligé de rajouter dans le texte de la Constitution la langue de la République et le français? Ben, tout simplement, en fait, parce que la France venait de ratifier la Charte européenne des langues régionales et une très longue tradition politique républicaine, en fait, était très réticente à reconnaître ce qu'on a appelé des patois, c'est-à-dire, en fait, les langues régionales effectivement parlées par les Français. Voilà. Et donc là, en fait, ben, le fait d'avoir imposé le français comme langue à l'ensemble, d'abord, des sujets sous l'Ancien Régime, des sujets du roi sous l'Ancien Régime, puis à l'ensemble des citoyens et citoyennes, à partir du moment en fait, où le modèle républicain, en tout cas, est imposé à la fin du XVIIIe siècle, le fait d'avoir choisi cette langue et de ne pas avoir reconnu les autres langues régionales de France, ça, c'était déjà politique. Et donc, à partir de là, en fait, la question de la féminisation, oui, elle est politique. Enfin, elle introduit du politique dans la langue, mais elle introduit du politique dans une langue qui est en elle-même politique, puisque c'était la langue d'abord du roi,
puis en fait des élites politiques qui siégeaient à Paris. Et plus précisément, en fait, c'était une langue qui était euh, pensée et pratiquée par en fait les classes qui possédaient le pouvoir. Pour le dire en termes un peu rapides, c'est la langue de la classe de la bourgeoisie, en fait, qui s'est imposée comme norme. Donc ça, c'est politique aussi. Voilà. D'accord, merci. Nous avons une deuxième question qui vous pose Rebecca Isabelle. Et quelle réception eut la requête des dames à l'époque? Il fallut attendre 2 siècles pour qu'il fût pris en compte. Alors, C'était la question. cette réception, donc ce document, en fait, il est vraiment passionnant puisque donc c'est clairement en fait une requête qui a été effectivement déposée devant l'Assemblée nationale en 91, mais à ma connaissance, elle n'a pas du tout, enfin, l'Assemblée nationale n'a pas donné suite. Et plus précisément, en fait, le moment révolutionnaire, c'est un moment en fait qui promeut l'égalité, qui proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Un certain nombre de femmes républicaines engagées dans l'instauration de ce nouveau régime politique euh, commencent à dire, mais nous aussi, nous en sommes. Donc, nous aussi, en fait, nous sommes libres et égaux en droit. Et là, en fait, assez rapidement, le législateur va rappeler, enfin, va réintroduire en fait un ordre social et un certain nombre de femmes qui s'étaient engagées pour la République vont voir en fait leur espoir d'accès aux droits et à la citoyenneté pleine et entière euh, être réduit à néant. Le processus, en fait, va être très difficile, mais dans un moment révolutionnaire, rien n'est tout à fait simple. Mais cette minoration, c'est-à-dire le fait que les femmes, en fait, ne peuvent pas avoir accès à la citoyenneté ou ne peuvent même pas avoir accès à l'indépendance, sera entériné, sanctionné par la promulgation du Code civil qui fera, enfin, donc le Code napoléonien, au sortir du moment révolutionnaire, du moment républicain. Dans le Code civil, en fait, la femme sera considérée comme une mineure. Elle sera dans la dépendance du père, puis, en fait, si elle se marie, de l'époux, la meilleure chose qui puisse arriver à une femme étant d'être orpheline et veuve. Voilà. Donc, du coup, cette requête, en fait, ne va pas donner, enfin, ne va pas connaître de mise en œuvre euh, pendant la Première République, ni non plus pendant la Deuxième République, c'est-à-dire 48-51. Là aussi, on a un certain nombre de clubs de femmes qui sont présentes, mais les revendications politiques, en fait, n'aboutiront pas. Il faudra attendre vraiment un contexte très particulier, qui est le contexte de la libération, pour que le droit de vote soit accordé aux femmes malgré tous les engagements féministes, et ils sont très très nombreux dès la fin du 19e siècle, avec le mouvement des suffragettes. Et Rebecca, ça vous va de monter sur scène et poser vos 2 questions? Merci beaucoup, Monsieur Chevalier. C'est très intéressant tout ce que vous nous avez présenté. Et ben, puisque, puisque je suis autorisée à prendre la parole. Et j'ai encore deux petites questions très ponctuelles par rapport à la représentation scripturale de ces revendications de visibilité du féminin. Alors, est-ce que par exemple l'orthographe, par exemple pour étudiants et étudiantes réunis, étudiants jusqu'au T, puis parenthèse ouverte E, parenthèse fermée S, est accepté aussi en français? Alors en fait, je vous répondrai en vous disant que c'est accepté et c'est pas accepté. C'est-à-dire, en fait, pour les personnes qui sont pour cette expérimentation dans la langue, que ce soit une parenthèse ou que ce soit un point, un tiret, peu importe à la limite. Euh, Simplement, en fait, alors c'est assez rigolo parce que les parenthèses, elles existent dans la langue administrative de la République française depuis les années 70. Sur tous les papiers d'identité, on a né le ou je sous-signé avec le E entre parenthèses.
Et ça, personne ne l'avait vu, et ça n'a jamais donné lieu au moindre scandale. C'est dans les années 2000, quand un certain nombre de féministes, de groupes féministes ou de groupes politiques, donc plutôt marqués à gauche, qui ont revendiqué ce type d'écriture, que le débat s'est engagé. Mais les pratiques, en fait, étaient déjà sont bien attestées, sont bien décrites dès les années 1970. Alors, la parenthèse a beaucoup reculé. Elle a beaucoup reculé pour deux choses. D'abord, en fait, parce qu'un certain nombre de féministes ont protesté en disant, en fait, on ne met pas les femmes entre parenthèses. Parce que de fait, la parenthèse, elle est hiérarchisante. Elle permet d'introduire une information, mais qui est considérée comme secondaire par rapport à l'information principale. Donc ça, c'était la première chose. Et c'est la raison pour laquelle c'est plutôt dans les textes féministes qu'on va voir tout de suite cette effervescence typographique à l'œuvre, puisque en fait, il y avait un refus de la parenthèse pour des raisons symboliques, mais pas seulement symboliques. La deuxième chose, c'est que depuis 2012, les normes AFNOR qui prévalent en fait en Europe pour tout ce qui est ordinateur, en fait, on fait un truc que les féministes n'avaient pas tout à fait réussi à faire, mais là, c'est passé en fait sans que personne ne s'en rende compte. C'est que désormais, en fait, quand vous voulez, quand vous tapez sur votre ordinateur parenthèse parenthèse, il y a des raccourcis automatiques qui transforment en fait cette suite en sigle euro. Ah, Vous voyez le sigle qu'on emploie pour la monnaie. Et donc, du coup, plus personne en fait ne s'embête à mettre parenthèse parenthèse. Automatiquement, ça devient le sigle euro. Et donc, du coup, il faut mettre retour, annulé, etc. d'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas si je peux poser une autre qui est en Oui, oui. relation Oui, avec oui. l'orthographe. En espagnol, il existe déjà cette tendance plus revendiquée par les communautés intersexes que par les féministes de faire recours au E. Hein, alors que quand en espagnol, nous avons le O, marque du féminin, alumnos, et le A, marque du féminin, alumnas, ces collectifs revendiquent l'usage du E pour échapper à la conception binaire des sexes. Alumnes, toves. Est-ce qu'il y a un phénomène semblable dans la langue française à celui de l'espagnol? Oui, là, j'ai évoqué en fait ce qui est au cœur des débats, hein, ces points E. Mais on voit, oui, d'autres expérimentations. Alors, soit on invente, peuvent être inventés, par exemple, de nouveaux pronoms. Il, elle, et ça fait yel, ou il, ou, ou ul, ou al, etc. Et puis, il y a aussi une réflexion sur sur la morphologie des noms, par exemple, auditeur, auditrice, auditaire. Donc, il y a vraiment en fait une très grande richesse, une très grande inventivité. Par exemple, c'est des travaux de Alferraz. Je vais l'écrire en fait Oui, merci. dans le chat, qui a écrit donc une grammaire inclusive du français, voilà, qui propose en fait justement de nouveaux termes. Mais là, en fait, à ma connaissance, cette question de la féminisation de la langue a été une des revendications très importantes des mouvements féministes, et ce, dès les années 1970. En 78, il y a un numéro d'une revue féministe qui s'appelle « Parlez-vous française », par exemple. Vraiment c'est vraiment en fait une revendication pas de premier plan, hein. Il y avait d'autres objets de lutte dans les années 70 dans les mouvements de femmes, mais cette question de la langue était vraiment importante et elle était vraiment réfléchie. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour votre question. Nous avons une autre question qui c'est à l'ère actuelle, nous pouvons parler d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la langue française?
Non, malheureusement, en fait, on en est loin, ni dans la langue, ni dans la société, hein. Il faut distinguer l'égalité de droit, c'est-à-dire que dans la loi, en fait, en effet, hein, l'égalité entre femmes et hommes est un principe inconditionnel, incontesté, et, et malheureusement, en fait, ben, la réalité n'est pas du tout, est pas du tout, est pas du tout à la hauteur, en fait, de ce que fixe la loi. Et c'est vrai aussi dans la langue. Euh, mais désormais, en fait, la situation en France fait que quand on fait l'effort de s'adresser aux hommes et aux femmes, qu'on commence son discours en disant, euh, je sais pas, chères étudiantes, chers étudiants, eh bien, en fait, on signale en fait qu'on est attaché à ce principe. Et même si après on se trompe, on accorde tout au masculin ou tout au féminin, enfin on se trompe dans les accords, peu importe. Mais ce qui compte en fait, c'est qu'on a affiché sa bonne volonté en fait, et de reconnaître qu'en face de soi, on a des hommes et des femmes. Là où traditionnellement, hein, la règle du masculin l'emportait sur le féminin, euh, se justifier en disant, ben, dans une assemblée de 100 personnes, on peut avoir 99 femmes et un homme, et on doit dire chers étudiants. Et ça allait très très loin parce qu'on disait, on a peut-être 99 femmes et un chat, et hop, on accorde au masculin. Vous voyez, en fait, c'était absolument fou. Euh, et du coup, aujourd'hui quand même, moi, ce que je vois autour de moi, en fait, et vraiment, enfin, dans les médias, si vous écoutez la radio publique, par exemple France Inter, France Culture, vous pouvez l'écouter sur Internet. Là, vous verrez, en fait, les journalistes, depuis 2 ans, en fait, disent les auditeurs et auditrices, etc. Il y a vraiment le souci de, oui, de représenter les femmes aussi dans ce que l'on dit. Par contre, on a aussi un certain nombre de personnes qui refusent absolument ce type d'innovation. Simplement, en fait, désormais, euh, ils doivent assumer, enfin, ces personnes-là doivent assumer ce choix de s'exprimer au seul masculin. Et donc, du coup, en fait, de manifester aussi un certain conservatisme en matière de langue. Donc, vous voyez, en fait, désormais, il y a égalité d'un certain point de vue aussi entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Les gens qui sont pour, eh bien voilà, ils essayent, des fois ça ne marche pas très très bien. Les gens qui sont contre, ils parlent au masculin. Mais désormais, en fait, les gens qui sont contre, ils doivent se justifier de parler seulement au masculin. D'accord. Et on vous pose la dernière question. Aujourd'hui, y a-t-il la proposition de formaliser ces nouvelles règles de la langue française sans que cela reste dans un domaine purement politique et quel serait l'avenir des changements dans la langue? Alors, ce qu'il faut retenir, alors merci pour cette dernière question qui va, voilà, qui soulève la question de à quoi servent les grammairiens ou les grammairiennes ou à quoi servent les linguistes. La langue, en fait, elle ne se laisse pas si facilement euh, encadrer par la loi. Euh, les sujets parlants, en fait, font comme ils veulent. Et finalement, c'est l'usage, la manière dont on parle qui va décider de l'évolution du français. Alors, il y a 2 choses pour répondre à votre question. Il y a au niveau français et puis au niveau international. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est quand même que désormais, il y a davantage de francophones hors des frontières de la République française qu'il n'y en a à l'intérieur. Donc le français n'appartient pas seulement, la langue française n'appartient pas seulement aux francophones de France, mais elle appartient à toute personne qui s'exprime, parle, écrit, crée, rêve en français. Ce qu'on voit au niveau international, alors là, je parle surtout de la francophonie du Nord, de la francophonie caraïbe. On ne sait pas tellement ce qui se passe en francophonie africaine, mais parce que c'est des variétés de français qui sont très peu décrites, mais sans doute que ça va dans le même sens. Ce qu'on voit, c'est que vraiment se généralise cet emploi des féminins pour désigner les femmes au travail. Et voilà, enfin, un certain assouplissement de la manière dont on écrit le français.
Ça peut être porté politiquement, par exemple, la province du Québec, l'Office québécois de la langue française, en fait, est très progressiste de ce point de vue-là. Euh, en Belgique, c'est la même chose. En Confédération helvétique, au niveau des municipalités, c'est souvent là que ça se décide. Par exemple, dans le canton de Genève, ils sont très progressistes aussi. Il n'y a que les institutions françaises qui voilà, sont assez réticentes. C'est en France on se bagarre pour ces questions-là. Euh, donc, voyons en fait ce que deviendra la langue française ailleurs qu'en France. Il n'y a pas que dans cet espace-là en fait qu'on parle le français. Maintenant, à l'intérieur, quel est l'avenir de ces innovations et faut-il réguler, faut-il instaurer une norme? Sans doute que c'est un peu tôt. Il faut en fait aussi se laisser le temps de l'expérimentation. Et on peut se dire que peut-être que ça va être le tiret, peut-être que ça va être le point qui finalement, à la fin, s'imposera à tout le monde. Mais pour le moment, on est plutôt en train d'essayer. On est en train d'essayer de trouver les solutions les plus pratiques, en fait. Qu'est-ce qui est le plus pratique quand on envoie un SMS, quand on écrit un mail, etc. Ça, en fait, pour le moment, on n'a pas de solution. Et je dirais, en fait, qu'il faut se laisser le temps de tester toutes les solutions possibles. Et puis, à la fin, c'est la plus simple, en fait, qui l'emportera. Donc, il n'est peut-être pas temps, en fait, de normer, de dire, on va désormais écrire comme ça. Vous voyez? Pour une fois, en fait, que dans le français écrit, les choses se discutent, s'inventent, il ne faut pas se priver de ce moment-là, en fait, puisque, comme vous le savez, apprendre le français, c'est pas simple. Apprendre le français écrit, c'est pas simple non plus, que l'orthographe française pose de sacrées difficultés. Difficultés en fait qui ne sont propres qu'au français, parce que dans les autres langues latines, l'orthographe est beaucoup plus simple. Donc voilà, avec pas mal de collègues linguistes, nous on dit il vaut mieux attendre et il vaut mieux regarder ce qui est en train de se passer. D'accord. Et je termine avec une phrase de nos réseaux sociaux, de nos participants dans nos réseaux sociaux maintenant, qui c'est de Yuri Dominguez, qui nous disent qu'un sexe ne doit pas peser plus qu'un autre. Les hommes et les femmes ont les mêmes capacités pour développer leurs compétences. Donc, je vous remercie, et Monsieur Chevalier, et aussi pour ce partage. Je remercie aussi à l'ambassade de France pour son soutien. Et merci, et je vous invite de continuer avec nos activités du jour. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.